Depuis des semaines, les États-Unis déploient une énorme flotte militaire vers le Venezuela, officiellement pour y mener une guerre contre la drogue, mais franchement, quasi personne n'y croit. Alors pourquoi Trump envoie-t-il des troupes et des bateaux de guerre près des côtes du Venezuela? Regardons derrière le discours officiel et analysons ensemble ce qui se passe vraiment. Dans ce 11e épisode de Tout bascule, on parle aussi de l'Ukraine. Presque 4 ans après l'invasion de la Russie, c'est ce même Trump qui met un plan pour l'Ukraine sur la table. Est-ce vraiment une liste souhaitée pour la Russie, comme certains le prétendent? Et pourquoi l'Europe s'enfonce-t-elle toujours plus dans une stratégie qui prolonge la guerre plutôt que de l'arrêter? Vous l'aurez compris, beaucoup de questions dans ce nouvel épisode de Tout bascule. On commence dans les Caraïbes. Le monde bascule. Tout change rapidement et ça peut partir dans tous les sens. Nous avons besoin d'une nouvelle société par et pour les gens et qui ne soit pas guidée par la soif de profit. Je suis Peter Mertens, bienvenue dans Tout bascule. Depuis des semaines, Washington déploie une énorme flotte militaire près des côtes du Venezuela, dans les Caraïbes. Pourquoi une telle force militaire vers le Venezuela? Et pourquoi personne ne croit à cette histoire de guerre contre la drogue comme Trump le prétend? Dans cette première partie de Tout bascule, on démontre les explications officielles et on montre ce qui se cache vraiment derrière. À la mi-novembre, le plus grand et le plus moderne des porte-avions du monde entre en mer des Caraïbes, le USS Gerald Ford. C'est un porte-avions tellement énorme que c'est difficile à imaginer. Le Gerald Ford fait la taille de 3 terrains de foot, c'est gigantesque. Si vous voulez apporter une tasse de café d'un bout à l'autre du navire, elle sera froide à l'arrivée. Mais le Gerald Ford n'est pas là pour transporter du café. Non, c'est un navire de guerre. L'un des plus chers jamais construits. Il coûte 13 milliards de dollars. À bord du Gerald Ford, il y a environ 5000 militaires et marins et plus de 75 avions de combat peuvent y atterrir. Et il est équipé d'un système de lancement de haute technologie qui permet de faire décoller des avions plus rapidement et plus fréquemment que sur les anciens porte-avions. En d'autres mots, c'est en fait une base aérienne militaire flottante. Et le Gerald Ford n'est pas le seul. C'est en fait le dernier venu d'une puissance militaire colossale que les États-Unis construisent depuis août 25. Une énorme quantité de matériel de guerre américain flotte entre-temps dans la région des Caraïbes, c'est-à-dire des destroyers et des croiseurs, des sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, des milliers d'unités spéciales de marine, des bombardiers stratégiques B-52 et des avions de chasse F-35 et j'en passe. Selon des observateurs, c'est le plus grand déploiement militaire américain dans les Caraïbes depuis la crise des missiles de Cuba. Et ça, c'était en octobre 1962. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe au Venezuela? Washington affirme que tous ces navires, avions et matériel de guerre sont nécessaires dans la lutte contre le trafic de drogue. Mais leur histoire ne tient absolument pas debout. Oui, ils mentent sans gêne et je vais le prouver tout de suite. Voici le récit de l'administration Trump. Selon eux, le Venezuela du président Maduro est devenu un acteur clé de l'économie régionale de la drogue. D'importantes quantités de cocaïne et surtout de fentanyl, la drogue la plus mortelle, transiteraient par le Venezuela vers les États-Unis. Et encore, d'après Trump, le gouvernement vénézuélien ne fait pas que fermer les yeux, il collabore, il protège les trafiquants et en tire profit. C'est pourquoi il qualifie le Venezuela de narco-État. Oui, si le Venezuela est un narco-État alors que les États-Unis peuvent intervenir à la source, couler des bateaux, bloquer des routes et abattre ceux qu'ils appellent les narco-terroristes. Trump dit tout ça comme ça. Écoutez. Eh bien, je ne pense pas que nous allons nécessairement demander une déclaration de guerre. Je pense que nous allons simplement tuer les gens qui font entrer de la drogue dans notre pays, ok? Nous allons les tuer. Vous savez, ils seront morts, quoi. You know, they're just gonna be dead. Vous savez, ils seront morts, quoi. C'est ça ce que dit Donald Trump et les États-Unis font aussi ce que Trump a dit. Parce que depuis septembre, ils ont tué au moins 85 personnes via des frappes aériennes sur plus de 20 bateaux. Pas de nom, pas de preuves, pas de documents judiciaires, juste des exécutions illégales
et de sang-froid, toutes justifiées par l'excuse qu'ils auraient d'énormes quantités de drogue à bord. Sur ce bateau, il y avait d'énormes quantités de drogue. Nous avons des enregistrements où on les entend parler. C'était des quantités massives de drogue qui arrivaient dans notre pays pour tuer beaucoup de gens. Et tout le monde le comprend parfaitement. En fait, vous voyez les sacs de drogue partout sur le bateau. Et ils sont touchés. Évidemment, ils ne recommenceront pas. Et je pense que beaucoup de gens ne recommenceront pas quand ils verront cet enregistrement. La vérité, c'est que ces bateaux ne sont même pas capables d'atteindre les États-Unis. Ils n'ont tout simplement pas la capacité motrice pour ça. Et ils n'ont pas non plus la capacité en carburant. Il leur faudrait faire le plein 20 fois en plein mer pour atteindre les États-Unis. Mais ils sont quand même bombardés et on ne fournit aucune preuve publique. Rien, nada. Et pourtant, le discours de Trump est repris ailleurs, aussi chez nous. Au Parlement fédéral, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a répondu ceci à une question du député PTB Nabil Boukili sur la menace de guerre contre le Venezuela. La Belgique et les États-Unis partagent cette préoccupation commune de lutter contre le trafic de drogue et la criminalité organisée. Donc, la première phrase que notre ministre des Affaires étrangères prononce à propos d'une question de Nabil sur la menace de guerre contre le Venezuela, c'est une phrase qui parle de trafic de drogue. Donc, c'est le récit de Washington est ainsi aussi immédiatement adopté ici en Belgique. Mais l'histoire de la drogue ne tient pas debout et il y a des preuves officielles qui le montrent. Selon le rapport mondial sur les drogues de 2025 des Nations Unies, le Venezuela joue à peine un rôle dans le trafic de drogue en Amérique latine. Le Venezuela est mentionné dans seulement environ 5% des routes de trafic. Et ça, c'est parce que la grande route vers les États-Unis passe à environ 87% par la Colombie et l'Équateur. Ça veut dire principalement le long de la côte Pacifique. Et ce sont des documents américains qui le reconnaissent. Ensuite, Trump a aussi affirmé que le Venezuela empoisonne l'Amérique avec du fentanyl. Mais le Venezuela ne produit pas de fentanyl. Les services de renseignement américains eux-mêmes ont établi que le fentanyl qui atteint les États-Unis ne vient pas du Venezuela. Donc Washington le sait. Et pourtant, ce récit aussi continue de circuler. Ça vaut aussi pour les bateaux qui sont maintenant visés par des tirs. Ce sont des petites embarcations, des bateaux de pêche ou de contrebande. Ce ne sont pas des navires de cartels de drogue internationaux. Et pourtant, ils sont pris pour cible. J'en ai parlé avec l'auteur et l'activiste indien Vijay Prashad. So now these 85 people... Donc maintenant, ces 85 personnes ont été tuées sur ces petits bateaux. Encore une fois, sans la moindre idée de qui elles sont. Nous ne connaissons même pas leur nom. Nous ignorons quel serait leur crime. Ils n'ont jamais été informés d'aucune accusation. Ce qui, je pensais, était tout le principe de l'habeas corpus. Que vous soyez informé d'une accusation et que vous puissiez ensuite vous défendre. Et si vous êtes reconnu coupable, eh ben vous avez une peine, etc., etc. Mais là, rien. Donc Vijay est clair, ce sont des exécutions extrajudiciaires. Nous ne connaissons pas les noms, nous ne connaissons pas les accusations, il n'y a pas de procès. Ces gens-là sont simplement éliminés. Le haut-commissaire aux droits de l'homme et les organisations de défense des droits humains parlent d'exécution sommaire. Parce que même s'il s'agissait de trafiquants de drogue, ce qui n'est pas prouvé, alors vous stoppez le bateau. Vous enquêtez, vous procédez à des arrestations, vous faites un procès. Un État n'a pas le droit d'exécuter des gens en mer comme ça. Ce qui se passe ici, c'est que Trump s'érige lui-même en juge, jury et bourreau. Mais chez nous, à la Chambre, notre ministre des Affaires étrangères fait comme s'il s'agissait d'intérêts sécuritaires légitimes des États-Unis. Vraiment, c'est ce que dit Maxime Prévost. J'ai longuement rencontré hier le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Landau, avec qui j'ai eu un échange très franc sur de multiples sujets. J'ai eu l'occasion d'évoquer avec lui l'enjeu de la lutte contre le trafic de drogue et il a été lui-même très clair sur la position de l'administration américaine qui souhaite redéployer sa diplomatie, notamment vers l'Amérique latine et mieux y défendre ses intérêts sécuritaires. Nous avons
convenu de continuer à discuter de ce sujet ensemble. Voilà, bla 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 bla. Donc notre ministre constate que les États-Unis ont décidé de mieux défendre leurs intérêts sécuritaires en Amérique latine et il ne trouve rien d'autre à dire que nous avons convenu de continuer à discuter de ce sujet ensemble. Waouh, vraiment, c'est quoi encore cette langue de bois? Pas un mot sur la violence meurtrière sans aucune forme de procédure judiciaire. Il normalise tout simplement la violence la plus brutale et l'impunité avec laquelle elle se produit. Cette situation ne sort pas de nulle part. Elle est le résultat de 2 ans de génocide retransmis en direct, de 2 ans de génocide impuni et de violation du droit international en Palestine. Apparemment, Trump et compagnie pensent aujourd'hui qu'ils peuvent simplement tirer et inventer une excuse après coup. Et nos ministres sont trop lâches pour dire quoi que ce soit à ce sujet. Il ne s'agit pas de drogue, il s'agit d'un changement de régime. Les États-Unis veulent renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro. C'est ça l'enjeu. Ils sont assez clairs à ce sujet. Écoutez par exemple le sénateur républicain Lindsey Graham. Vous avez dit qu'il était temps que Maduro s'en aille. Ça ressemble beaucoup à un changement de régime. Oui, ça en est un. Parlez-vous de troupes au sol? Je laisserai le président en parler. Je parle d'une évolution des opérations militaires, passant potentiellement de la mer à la terre. Il est temps que Maduro s'en aille, il était temps qu'Ortega s'en aille. Vous savez, la doctrine Monroe est appliquée fermement par le président Trump. Waouh, ça c'est vraiment intéressant et on va vous expliquer tout ça. Donc ici, le sénateur Graham révèle 2 choses. Il dit que le changement de régime est l'objectif explicite, sans détour. Maduro has to go. Maduro doit partir. C'est ce que lui, il dit. Pas parce que Trump est inquiet pour les drogues, mais parce qu'il veut un gouvernement qui danse au rythme de Washington. 2, il s'agit de la fameuse doctrine Monroe. C'est quoi ça, la doctrine Monroe? Donc la doctrine Monroe remonte à 200 ans, à 1823 donc. À l'époque, le président américain James Monroe a déclaré que l'Amérique latine ne devait plus être un terrain de jeu pour les puissances européennes, mais la sphère d'influence exclusive des États-Unis. L'Amérique aux Américains, c'est ce qu'on disait à l'époque. Et en pratique, cela signifiait simplement que l'Amérique latine et les Caraïbes sont le jardin de Washington. Et aucune autre grande puissance ne doit s'en mêler. Cette logique a été utilisée pendant 2 siècles pour justifier des interventions partout en Amérique latine et aux Caraïbes. Occupation militaire, blocus, coup d'État et soutien à des dictateurs tant qu'ils étaient pro-États-Unis. Il y a par exemple le Guatemala en 1954. Là, il y avait un gouvernement démocratiquement élu de Jacobo Arbenz, c'était le président, et lui a été renversé par les Américains. Pourquoi? Pour protéger les intérêts de la United Fruit Company américaine. Il y a un autre exemple qu'on connaît tous, c'est-à-dire l'exemple du Chili en 1973. Là, il y a le gouvernement socialiste démocratiquement élu de Salvador Allende qui a été renversé avec l'aide de la CIA par un coup d'État. Et donc, ça veut dire que le modèle est toujours le même. Donc, les gouvernements qui veulent suivre leur propre voie, c'est-à-dire gérer leurs propres ressources naturelles et défendre leur souveraineté, ces gouvernements sont immédiatement étiquetés ennemis par Washington. Et aujourd'hui, Trump réactive cette vieille doctrine Monroe, mais en y ajoutant une couche d'agressivité supplémentaire. Monroe plus Trump, ça veut dire simplement des ennuis en plus. La semaine dernière, la Maison-Blanche a officiellement inscrit cette approche agressive dans sa ligne politique via sa nouvelle stratégie de sécurité nationale. Il y a littéralement écrit que Washington va à nouveau faire respecter la doctrine Monroe pour restaurer la domination américaine dans l'hémisphère occidental. Littéralement. En d'autres termes, l'Amérique latine doit redevenir le jardin des États-Unis. C'est ça la logique. Et donc le Venezuela est en haut de la liste de Washington depuis des années. C'était déjà le cas lors du premier mandat de Trump. John Bolton était alors le conseiller à la sécurité nationale de Trump et il faut écouter ce qu'il dit
aujourd'hui. Il ne faut pas être un génie pour tenter un coup d'État. Je suis pas d'accord avec ça. En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d'État, pas ici, mais vous savez, ailleurs, c'est beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce que dit John Bolton? Il dit, bon, j'ai aidé à planifier des coups d'État, pas ici aux États-Unis, mais dans d'autres pays. Et c'est vraiment beaucoup de travail, c'est ce que lui, il dit. Et donc, le conseiller à la sécurité nationale de Trump dit tout ça. Il dit d'avoir aidé à planifier des coups d'État ouvertement, clairement, fièrement. Et même le journaliste est un peu interloqué, rebondit. Je veux poser une question complémentaire. Quand nous parlions de ce qu'il faut pour planifier un coup d'État, et que vous disiez avoir l'expertise de la planification de coups d'État, Je vais pas entrer dans les détails, mais des coups d'État réussis? j'ai écrit sur le Venezuela dans le livre. Il s'est avéré que ça n'a pas réussi. Donc, il dit, planifier des coups d'État fait partie de notre politique. Voilà, c'est clair. En fait, il dit tout haut comment fonctionne l'impérialisme américain. Au Venezuela aussi, nous avons tenté un coup d'État, dit Bolton, mais là, ça a échoué. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas la première fois que les États-Unis tentent de renverser le gouvernement vénézuélien. Mais pourquoi ils le font? Reprenons notre souffle un instant. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Les États-Unis déploient une force militaire énormément au large du Venezuela et vendent ça comme une guerre contre la drogue. Sauf que cette histoire de drogue ne tient pas debout. Et pendant ce temps, on dit ouvertement que le véritable objectif est de se débarrasser de Maduro. Si ce n'est pas une question de drogue, de quoi s'agit-il alors? C'est la question que je pose à Vijay Prashad. De quoi s'agit-il vraiment? Je pose la question à Vijay Prashad et il voit 3 réponses. 1, le pétrole et les ressources naturelles. 2, le contrôle de toute l'Amérique latine. Et 3, Cuba. Nous allons maintenant donc examiner chacun de ces 3 points. Number one is it is a lie. Premièrement, c'est la plus grande réserve de pétrole au monde, Peter. Il ne faut jamais l'oublier. Le pays a plus de réserves de pétrole que l'Arabie Saoudite. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus grandes que l'Arabie Saoudite et beaucoup plus près des États-Unis, dans leur propre jardin, pour ainsi dire. Pour Trump, c'est une vaste blague que les États-Unis doivent aujourd'hui acheter ce pétrole. Si leur précédente tentative du coup d'État avait réussi, ce pétrole leur appartiendrait. Écoutez. How about we're buying oil from Venezuela? Le Venezuela, qu'en dites-vous? Nous achetons du pétrole du Venezuela. Quand je suis parti, le Venezuela était prêt à s'effondrer. Nous l'aurons pris. Nous aurions eu tout le pétrole. Il serait juste à côté. Mais maintenant, nous achetons du pétrole au Venezuela. Nous rendons un dictateur très riche. Vous le croyez, vous? Personne ne peut le croire. Le Venezuela était au bord de l'effondrement selon Trump et nous l'aurions pris, il dit. Nous aurions eu le pétrole et maintenant, imaginez, dit Trump, nous devons même payer pour ce pétrole. Donc le contrôle impérialiste du pétrole, voilà l'enjeu. Mais aussi le contrôle sur d'autres ressources critiques. Écoutez par exemple l'ancien ambassadeur américain James Story qui tente d'expliquer pourquoi il pense que le président vénézuélien doit être renversé. This is a very bad actor. C'est un acteur très nuisible, assis sur les plus grandes réserves connues de pétrole au monde. Et plus les minéraux critiques qui alimenteront l'économie du XXIe siècle. Et il fricote avec nos concurrents stratégiques. And he's in bed with our strategic competitors. Ça, c'est très, très clair. Donc lui, il dit, le Venezuela a du pétrole et des minéraux critiques. Des ressources cruciales pour l'approvisionnement énergétique de l'économie du XXIe siècle. Le Venezuela est littéralement une mine d'or. C'est la première motivation. Mais c'est intéressant ce qu'il dit encore, parce qu'il a dit aussi que Maduro, le président Maduro, fricote avec nos concurrents stratégiques. Donc, il dit donc que le Venezuela travaille en étroite collaboration avec les rivaux de Washington, et ça, c'est interdit. Donc, c'est ça ce que Trump veut briser, et c'est aussi comme ça l'analyse de Vijay Prashad. The second one is in all of Latin America. Le deuxième, c'est que dans toute l'Amérique latine, c'est le seul pays qui a une relation extrêmement étroite avec la Russie. Le lien entre le Venezuela et la Russie, le Venezuela et l'Iran, le Venezuela et même la Chine, dans une certaine mesure, est très très profond, Peter. Et si vous pouvez renverser cela, alors les soi-disant rivaux proches des États-Unis n'ont plus un pied dans l'hémisphère. The United States don't have a leg to stand on in the hemisphere. Washington veut éviter que des pays comme la Chine ou la Russie s'installent durablement en Amérique latine. C'est également écrit noir sur blanc dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale de Trump, récemment donc rendue publique. Il ne s'agit pas seulement du Venezuela,
Il s'agit d'une réaffirmation de la domination américaine sur toute la région de Caracas à Bogota. On va parler dans un instant de la troisième raison pour laquelle Trump veut que Maduro parte, mais résumons d'abord les deux premières raisons. La raison numéro 1 est surtout sous terre, c'est-à-dire le contrôle du pétrole et d'autres ressources naturelles. La raison numéro 2, c'est l'échiquier géopolitique en surface. Washington veut pousser la Chine, la Russie et d'autres rivaux hors de son jardin en Amérique latine. Ok, maintenant, la troisième raison. En frappant le Venezuela, Trump veut aussi frapper Cuba, explique Vijay Prashad. Si le Venezuela peut être complètement privatisé et sorti de ce processus, Cuba va avoir beaucoup de mal à survivre. Vous savez, Cuba ne peut pas survivre sans le Venezuela et le Mexique. Si vous éliminez le Venezuela, Cuba sera en difficulté. Si vous venez à bout du Venezuela, Cuba sera en difficulté, dit Vijay. Le Venezuela est une bouée de sauvetage pour Cuba. Si le Venezuela tombe, Cuba s'affaiblit. Cuba est depuis 60 ans une épine dans le pied de Washington, car l'île est souveraine, car elle suit sa propre voie, et parce qu'elle veut construire une alternative socialiste. C'est ce que les États-Unis craignent surtout. C'est donc l'exemple, une alternative de gauche qui peut réussir. Et donc c'est pour ça que Cuba est étranglé par un blocus économique terroriste qui vise à couper complètement Cuba du marché mondial. Et pourtant, l'île, Cuba, continue de résister malgré des circonstances particulièrement difficiles. Et donc, si les États-Unis parvenaient à organiser un changement de régime au Venezuela, ce serait à leur jeu le premier domino et Cuba devrait alors tomber comme un deuxième domino sur le continent. Tu sais, Peter, quand les requins sentent qu'il y a du sang dans l'eau, ils savent que c'est là qu'ils pourront frapper. Les requins de l'impérialisme américain sentent le sang dans l'eau, dit Vijay. À Washington, on voit que ce qu'on appelle la marée rose arrive peut-être à sa fin aujourd'hui. La marée rose, c'est quoi? C'est la vague de gouvernement social-démocrate de gauche en Amérique latine qui a commencé en 1998 et qui a toujours été une épine dans le pied de la Maison Blanche. Durant cette période, du Chili jusqu'à la frontière sud du Mexique, l'administration Trump a en fait estimé que la marée rose, qui a commencé en 1998 lorsque des gouvernements de gauche sont arrivés au pouvoir, cette marée rose est terminée et une nouvelle marée est arrivée. Appelons-la la marée de colère. Une marée furieuse a émergé. Donc ce n'est plus une marée rose, mais une angry tide, une vague de droite de colère qui traverse maintenant l'Amérique latine, dit Vijay. Et donc on le voit au Chili et peut-être aussi en Colombie. Il n'est pas impossible que la droite ou l'extrême droite revienne au pouvoir. Les gens sont en colère, ils sont déçus et dans cette poussière et dans ce chaos du moment, beaucoup risquent de traduire leur colère en un virage à droite. Et pour rendre cela possible, Washington veut en venir avec des régimes au Venezuela parce que ce régime résiste à l'impérialisme américain depuis plus d'un quart de siècle. Ça, c'est aussi l'enjeu derrière toute cette armada militaire dans les Caraïbes. Mais y aura-t-il vraiment une guerre? Y aura-t-il des frappes aériennes? Une invasion? Nous enregistrons ce podcast le mardi 9 décembre et la situation est très incertaine. Avec Trump, ça reste difficile de prédire les prochaines étapes. Toutes les options sont ouvertes. Donc une déstabilisation orchestrée de l'extérieur, une intervention militaire, ou même l'assassinat de Maduro pour semer le chaos. Vijay Prashad estime qu'une intervention terrestre à grande échelle par les États-Unis est très peu probable. Parce que ça serait le retour de l'Irak. Qu'est-ce que ça veut dire? En 2003, les États-Unis ont envahi l'Irak et ils pensaient conquérir le pays très rapidement grâce à une campagne de bombardement écrasante. Mais cette stratégie de choc n'a pas conduit à la victoire rapide espérée. Bien au contraire, cette stratégie a conduit à une insurrection particulièrement longue qui a duré des années. Ce serait aussi le cas au Venezuela, explique Vijay. Tu ne vas pas voir un général se retourner contre Nicolás Maduro. Ça n'arrivera tout simplement pas. Donc, si vous êtes les États-Unis, vous allez devoir envahir le pays et vous allez devoir vous battre ville par ville, province par province, et ce sera extrêmement sanglant. Et les États-Unis n'ont tout simplement pas l'appétit pour ça. Et Trump le sait, il s'est opposé à la guerre en Irak. Il sait que les États-Unis peuvent bombarder un pays, mais qu'ils ne peuvent pas l'envahir. Il faut savoir que le Venezuela possède une grande armée
armée, une population qui est préparée à la résistance. Donc ça veut dire que les États-Unis devraient se battre ville par ville avec de lourdes pertes. Les gens aux États-Unis ne veulent pas de ça non plus. Donc il faut savoir que 76% de la population américaine s'oppose à une intervention américaine au Venezuela. En plus, le Mexique, la Colombie et le Brésil condamnent l'interventionnisme des États-Unis. Ça veut dire que personne ne veut revenir aux heures sombres des interventions militaires et des coups d'État pilotés depuis Washington. Si on additionne tout, on voit que Trump doit aussi laisser la porte ouverte à la diplomatie et aux négociations avec le Venezuela. L'Europe devrait adopter une position claire, sans tourner autour du pot, sans jeter de l'huile sur le feu, mais en prenant ses distances avec la logique néocoloniale d'où qu'elle vienne. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. L'Union européenne reste dans des appels vagues au dialogue et nos ministres des Affaires étrangères n'osent pas lever le petit doigt contre Trump. En agissant ainsi, l'Europe se rend surtout elle-même insignifiante. Dans le même temps, l'indignation grandit partout, dans les mouvements pour la paix, les syndicats, les organisations sociales, les comités de solidarité, les universités. Le 6 décembre, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue aux États-Unis contre la guerre au Venezuela. No war against Venezuela. Et en Europe aussi, le nombre d'actions et des manifestations contre une nouvelle guerre de Trump augmente. Pas de guerre pour le pétrole. Pas de nouvelle intervention américaine, stop à cet impérialisme. Il est donc très difficile de savoir ce qui va changer dans les prochains jours. Mais on pourrait se poser la question, comment se fait-il que Trump veut faire la guerre dans son soi-disant jardin au Venezuela et en même temps se présente comme une colombe de la paix quand il s'agit de l'Ukraine. C'est ça ce qu'on va examiner dans la deuxième partie de cet épisode de Tout bascule. Mais avant de s'y mettre, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ce podcast. Cliquez simplement sur s'abonner, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Et plus il y a d'abonnés, plus le podcast sera visible pour de nouveaux auditeurs. Et c'est bien sûr le but. Le mois dernier, le président américain Trump a présenté un plan en 28 points. Un plan soi-disant censé mettre fin à la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il s'agit d'une liste de souhaits de la Russie, comme certains l'affirment? On va en parler dans ce podcast. La grande question est, bien sûr, Trump est-il sincère avec cette offre de paix? Veut-il réellement faire taire les armes en Ukraine ou est-ce que Washington joue un autre jeu? J'ai posé ces questions à l'auteur et l'historien Vijay Prashad. Lui, il décrit la bataille qui fait rage aujourd'hui à la Maison-Blanche entre deux lignes politiques. Ceux qui croient que la Russie peut être brisée et ceux qui avertissent que c'est une illusion dangereuse. What are you talking about? Mais de quoi il parle? C'est un état-major. Que signifie affaiblir la Russie? Quel est le plan? Il y a une très grande partie de l'establishment américain qui croit qu'il peut réellement affaiblir la Russie. Et cet establishment n'est arrivé à rien avec ces sanctions. Trump est en fait dans ce sens légèrement plus sensé qu'eux. Il pense que la Russie ne peut pas être affaiblie. More sane than them. He thinks that Russia cannot be weakened. Donc Vijay dit qu'une grande partie des cercles du pouvoir américain croit toujours que la Russie peut être affaiblie. Mais Trump, lui, il ne le croit pas. Selon Vijay, Trump lui-même, il est plus réaliste. La Russie va rester une grande puissance. It has to be dealt with. Il faut composer avec la Russie. C'est un acteur majeur sur la scène mondiale. Et en un sens, Trump est plus réaliste. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est revenu pour un second mandat, il a fait entrer un certain nombre de réalistes en politique étrangère pour diriger à la fois le département des affaires étrangères et la section d'analyse du département de la défense. Il pense qu'il faut prendre le monde comme il est, que le monde est un jeu de grande puissance et qu'on fait simplement des affaires avec les gens. C'est un peu comme un bazar turc. Je pense que nous ne devons pas sous-estimer la section réaliste qui est entrée dans les diverses institutions de Washington et qui défend l'idée qu'il faut prendre la Russie comme elle est. That you gotta take Russia as it is. Donc la section réaliste veut défendre l'idée qu'il faut prendre la Russie comme elle est. Et donc cette approche aussi est d'ailleurs littéralement décrite dans la nouvelle stratégie de sécurité américaine qui a été dévoilée le 4 décembre par Donald Trump. Nous avions déjà parlé au début de cet épisode. Dans le nouveau document, et je cite, le réalisme flexible, le réalisme flexible est introduit comme l'un des principes de base de la politique étrangère et de défense américaine, le réalisme flexible. Et donc, le cœur reste toujours le même. La politique étrangère des États-Unis doit servir les intérêts stratégiques de Washington. Donc, ça reste le même, évidemment.
Mais ce qui change, c'est la façon dont on pense réaliser au mieux ces intérêts impérialistes de Washington. Donc, sous Biden, ça se faisait selon la logique investir massivement dans la guerre, dans l'espoir d'épuiser la Russie. Trump et le camp des soi-disant réalistes tirent une conclusion différente. Il faut que cette stratégie de Biden a des effets secondaires imprévus et regarde à plus long terme. D'où la volonté de conclure un accord avec la Russie. Cette logique est donc derrière le plan en 28 points de Trump. Ce n'est pas un plan de paix idéaliste, c'est un ensemble de mesures qui sert en premier lieu des intérêts américains. Par exemple, les États-Unis partent du principe qu'ils doivent pouvoir jouer un rôle clé dans la reconstruction de l'Ukraine, ce qui est explicitement mentionné dans la nouvelle stratégie de sécurité. Pourtant, le plan a été immédiatement présenté comme une soi-disant liste de souhaits de la Russie, comme si le plan avait été écrit par le Kremlin. Mais ce n'est pas le cas. Regardez, par exemple, 3 éléments clés de ce plan. 1. La Russie abandonne un certain nombre d'exigences antérieures. 2. L'Ukraine obtient la possibilité de poursuivre son intégration en Europe. Et 3, l'Ukraine doit pouvoir disposer, selon le plan, de la plus grande armée en Europe. Donc certaines propositions vont beaucoup moins loin que ce que Moscou exigeait auparavant. Par exemple, la Russie abandonnerait son exigence de réinstaurer le russe comme langue officielle en Ukraine. Et elle accepterait l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Selon le plan, l'Ukraine pourrait en plus conserver une armée de 600 000 hommes, c'est-à-dire la plus grande armée d'Europe. On peut être d'accord ou non sur le fond, mais ce n'est clairement pas une capitulation ni une liste de souhaits de la Russie. Le point le plus difficile reste bien sûr la question territoriale. L'Ukraine dit depuis août être prêt à en parler, mais sous 2 conditions. 1, les discussions doivent partir de la ligne de front actuelle, et 2, l'Ukraine ne reconnaîtra jamais officiellement que la Russie a annexé ce territoire. Le plan américain contourne cette sensibilité. Ce plan dit que les États-Unis peuvent reconnaître de facto ce territoire occupé comme russe, pas officiellement, mais dans la pratique. L'Ukraine n'a pas besoin de le faire elle-même. Et en même temps, une zone démilitarisée serait établie dans le Donbass dont les 2 armées doivent rester à l'écart. Alors que Washington et Moscou sentent prudemment ce qui est possible, l'Europe se retrouve encore une fois spectatrice. Les dirigeants européens ont réagi bruyamment à l'approche américaine, mais surtout parce que l'Union européenne se retrouve à nouveau sur le banc de touche pendant que d'autres préparent les accords. À Bruxelles, on s'est donc plaint, mais entre-temps, l'Europe travaillait aussi sur sa propre proposition. Les Européens élaborent un plan qui va encore plus loin que ce que l'Ukraine elle-même demande. Plus loin. Et donc, tout le monde sait aujourd'hui que ce plan ne sera jamais accepté. Par exemple, les Européens exigent que l'Ukraine maintienne en temps de paix une armée de 800 000 hommes. 800 000 hommes. C'est une armée monstre, aussi grande que les forces armées de l'Allemagne, de la France, de la Pologne et du Royaume-Uni réunis. Maintenant qu'il y a enfin une chance pour un accord de paix, l'Europe freine à nouveau. Au lieu d'utiliser cette dynamique pour dessiner une nouvelle architecture de sécurité pour l'Europe, les Européens attisent davantage les tensions. Il semble vraiment que certaines forces en Europe ne veulent tout simplement pas que la guerre s'arrête. Une sorte de coalition de volontaires menée par l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni parle même d'envoyer des troupes. Mais personne n'est vraiment prêt à le faire. Ce langage menaçant sert surtout à justifier des budgets de défense gigantesques. C'est ainsi qu'on crée la panique. Prenez par exemple la déclaration de Fabien Mandon, le chef d'état-major de l'armée française. Le 4 décembre, lors d'un congrès des maires français, il a dit ceci. La France doit être prête à trouver la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est, y compris accepter de perdre ses enfants. Ce genre de langage en dit long sur l'atmosphère qui est créée aujourd'hui en Europe. Des généraux qui appellent les familles à se préparer à sacrifier leurs fils et leurs filles pour la patrie. Nous avons déjà connu ça en Europe. Et il ne s'agissait jamais de valeurs ou d'idéaux. Il s'agissait toujours de guerres menées pour les intérêts des riches. Mais pendant que les dirigeants européens parlent dans les médias de valeurs et de sacrifices, une toute autre histoire se joue en coulisses. Une histoire de corruption
Et pas une petite corruption, mais une grande corruption. Ces dernières semaines, un nouveau grand scandale de corruption a éclaté. Et il atteint l'entourage direct du président Zelensky. Dans les médias ukrainiens, les magazines internationaux comme le Financial Times, c'est la une. Mais ici, chez nous et partout en Europe, c'est silence radio. Pourtant, ce scandale pourrait façonner la guerre et l'avenir politique de Zelensky. Tout tourne autour de Timur Mindik, un partenaire en affaires de Zelensky et copropriétaire de la maison de production qu'il a rendu célèbre comme comédien. Juste avant son arrestation, Timur Mindik a fui en Israël. Lors d'une perquisition, les enquêteurs ont trouvé chez lui 100 millions de dollars en espèces, de l'or et des biens de luxe. Selon l'agence anticorruption, son réseau a détourné pendant des années de l'argent destiné à aider l'Ukraine à traverser l'hiver en pleine guerre. Mais ça ne s'arrête pas à un suspect. L'affaire remonte jusqu'aux plus hautes sphères de pouvoir. Ce qui rend ce scandale si explosif, c'est les autres noms qui sont mentionnés. Pas les petits poissons, non, mais l'entourage même de Zelensky. Par exemple, son chef de cabinet, le numéro 2 de l'Ukraine, Andriy Yermak, apparaît aussi dans le dossier. Tout comme, par exemple, l'ancien ministre de la Défense, Rustem Umerov. Et donc, ce n'est pas étonnant que de nombreux Ukrainiens pensent que Zelensky lui-même ne pouvait pas ne pas avoir connaissance de tout ça. Il faut savoir qu'en juillet encore, des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes étaient déjà descendues dans la rue lorsque Zelensky a tenté de placer les agences anticorruption indépendantes sous son contrôle. Aujourd'hui, ces protestations massives sont plutôt rares. Et pourquoi? C'est parce que tout le monde en Ukraine se sent à quel point la situation au front est dramatique. Mais il faut savoir, en coulisses, la pression monte. Des députés de son propre parti affirment que personne n'a oublié ce scandale. Les partis d'opposition interrogent ouvertement Zelensky sur ce qu'il savait lui-même des agissements de ses plus proches collaborateurs. Pour les Ukrainiens ordinaires, c'est un coup terrible. Alors que eux, ils font les plus grands sacrifices, certains autour du pouvoir s'enrichissent avec l'argent destiné à la défense de leur pays, mais aussi pour l'Europe, qui a envoyé plus de 170 milliards d'euros d'aide. C'est une réalité douloureuse. Une grande partie de cet argent, de notre argent, disparaît dans des poches où il n'y a rien à faire, et pourtant l'Europe continue de déverser des fonds comme si de rien n'était. L'Europe va tout passer sous son nez. Les scandales de corruption, les milliards qui s'évaporent, les questions croissantes sur où va exactement l'argent. Mais à Bruxelles, on préfère fermer les yeux. Au lieu d'ajuster sa politique, l'Union européenne s'enfonce toujours plus profondément dans la stratégie qu'elle a toujours suivie. La population européenne, quant à elle, entend qu'il faut faire preuve de solidarité, que l'Ukraine défend nos valeurs, qu'il faut former un front contre la Russie. Mais que voyons-nous dans le même temps? La corruption au plus haut sommet de Kiev, une guerre sans fin en vue. Et pourtant, le robinet à argent reste grand ouvert, sans débat, sans condition, sans que personne n'explique combien de temps cela peut encore durer. Les coûts s'accumulent financièrement et socialement. Les budgets de la défense sont gonflés, les dépenses sociales sont réduites et pas à pas, l'Europe se militarise davantage. Mais personne n'ose poser la simple question. Quel est le plan au juste? Et surtout, où est-ce que ça se termine? Plusieurs analystes soulignent que la stratégie sur laquelle l'Europe et les États-Unis se sont appuyés semble reposer sur du sable mouvant. L'Europe et Washington espéraient que la Russie s'enliserait dans une guerre prolongée, que les sanctions briseraient économiquement le pays, mais ça ne s'est pas produit. La Russie s'est adaptée à trouver de nouveaux partenaires commerciaux, surtout en Asie, et se retrouve aujourd'hui économiquement beaucoup plus solide que prévu. Et c'est précisément pourquoi de plus en plus de gens sentent que quelque chose coince. Combien de temps pouvons-nous continuer à payer? Qu'est-ce que cela signifie pour notre approvisionnement énergétique et pour notre industrie, pour notre processus décisionnel démocratique? Et combien de pouvoir l'Europe cède-t-elle en fait à d'autres aux États-Unis sans que nous n'ayons plus notre mot à dire? Cela ne concerne plus uniquement l'Ukraine et depuis longtemps, il s'agit de notre avenir,
De quelle Europe nous voulons être? Un continent qui marche les yeux grands ouverts vers un ravin économique ou une Europe qui a le courage de prendre un autre cap? Un cap de diplomatie, de sécurité et de bon sens politique. Les prochains mois seront décisifs. Pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi autour des tables de négociation et peut-être surtout dans les capitales européennes où les dirigeants doivent de plus en plus souvent se demander combien de temps ils pourront encore convaincre leur population de tenir le coup. C'était le 11e épisode de Tout bascule. On a parlé de l'énorme flotte de guerre qui se rapproche des côtes du Venezuela et du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous à Tout bascule. Un simple clic sur s'abonner, ça aide vraiment. Le podcast est alors proposé plus souvent à des nouvelles personnes. Et pour vous, c'est pratique, les nouveaux épisodes apparaissent automatiquement dans votre fil. Vous n'avez plus à les rechercher. Tout bascule a été réalisé avec la collaboration de Gilles Feerts, Wim de Keukelaar et Bert de Belder. Merci également à l'équipe de Facto, toute l'équipe. Et merci à Tibor van Kutsem et Livia Lumia pour cette version francophone. Ceci est un podcast Facto, un média marxiste créé par le PTB. Si vous vous demandez comment le monde fonctionne vraiment, suivez Facto sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée. Abonnez-vous à notre canal WhatsApp pour recevoir tous les derniers épisodes en exclusivité. Facto. Comprendre le monde pour le changer.